C'est parfait pour moi. Ah, mais, j'ai déjà fait du stress, là. Avec Claire, on s'est demandé s'il allait avoir du monde. Ou, du stress avec le monde. Un petit peu de ça, un peu. En fait, je pense qu'il faut demander dans le micro. On va pogner le dos. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Je me présente, Nathalie Moras, je suis conseillère à la Fédération des commissions scolaires. J'étais auparavant au ministère et j'ai travaillé aussi 24 ans dans le domaine de l'enseignement en adaptation scolaire, plus spécifiquement. Alors, aujourd'hui, vous allez assister à une conférence sur le looping. Et pour quelques indications concernant la web diffusion, à la fin complètement, les derniers 15 minutes, vous aurez le droit à une période de questions. Alors, s'il vous plaît, vous déplacez justement au micro pour poser les questions. Et aussi, en fait, c'est ça, je voulais présenter M. Giroux, Mme Tivierge, mais ils désirent se présenter eux-mêmes et c'est très bien. Alors, je leur cède la parole. Merci. OK, c'est moi qui va rester accroché en arrière du micro puis qui va tout donner silence. Ça va être dur. Bonjour, je m'appelle Patrick. Je suis professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis responsable du laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique de l'UQAC. Mais ce n'est pas vraiment à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Si je suis venu parler du looping avec vous aujourd'hui, c'est plutôt à titre de coach de basket. Je suis coach depuis 26 ans dans un programme qu'on va dire sérieux. On fait de la division 1, division 2 et division 3. On fait tous les calibres. Comme tous les enseignants, moi j'ai un cahier de charge avec des compétences, des habiletés et des savoirs stratégiques à développer. Puis j'ai un temps limité comme vous, puis c'est vraiment pareil. Ayant étudié en éducation, je peux vous dire que moi, je présente ça comme de l'éducation, de l'enseignement extrême. Donc, c'est plus à titre de coach que je suis là aujourd'hui. Je fais du looping systématiquement avec mes équipes. Je les prends, par exemple, en secondaire 2, puis je les apporte jusqu'en secondaire 3. Et toi, Patrick, tu apportes beaucoup le côté de la recherche. Hein? Tu es quelqu'un qui aime. Oui, ben, mon réflexe, moi, ça a été. J'ai eu des années plus dures de looping. Fait que mon réflexe, quand j'ai vu le thème passer, ça a été de dire ben, moi, je suis volontaire. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire une petite recherche documentaire, pour aller voir ce que la recherche dit, c'est un peu ma manière de faire à moi. Donc, oui, moi, je vais m'occuper aujourd'hui du volet scientifique. Donc, moi, c'est Julie Tivierge. Je suis enseignante de 2e cycle à l'École du bac à Saint-Lambert de Lauson. Donc, moi, je viens plus dans le côté pratique, le côté terrain. Donc, je vis le looping cette année avec des élèves. Je les ai suivis de la 3e année vers la 4e année. Nous sommes dans une classe iPad 1 pour 1, donc sans cahier d'activité. Puis, nous sommes aussi dans un environnement flexible. Donc, on va voir aussi en termes d'avantages lorsqu'on est dans des projets particuliers. Quelle est la portée du looping, là, justement, là, pour le développement de ces habiletés-là? Le plan aujourd'hui qu'on s'est fait pour vous présenter, peut-être te prendre 2 minutes. Il y a, juste pour vous dire, il y a 2 semaines, on ne se connaissait pas. C'est ça, j'avais dit que j'étais volontaire, fait que, puis ça serait le fun d'avoir un enseignant, un ou une enseignante ou des enseignants avec moi. Puis, ben, c'est ça. On a été, avec moi. on a été matchés ensemble, on a appris à se connaître sur Zoom, sur Internet, puis on a monté ça pour vous. Le plan aujourd'hui, on va juste définir le looping parce que je ne sais pas trop dans quelle mesure tout le monde sait c'est quoi. Moi, je vais faire la première partie. Je vais vous parler de ce que la recherche dit à propos du looping, les avantages, les principaux inconvénients. Ensuite, je vais essayer de me discipliner puis de réserver la moitié du temps à Julie pour qu'elle nous parle de comment ça se passe dans sa classe, comment elle vit comme praticienne. On va conclure rapidement avec quelques recommandations au cas où demain, vous voudriez pas demain, mais l'an prochain, vous voudriez vous lancer dans le looping ou si vous êtes direction, vous pensez l'offrir à vos enseignants, etc., ben, quelques recommandations. Puis, on va essayer très, très fort de se garder une période de discussion à la fin.
Donc, c'est le plan pour aujourd'hui. Juste avant de commencer, est-ce qu'il y en a ici qui pratiquent le looping? Ou qui l'ont déjà Ou qui pratiqué? l'ont déjà pratiqué. OK. Est-ce qu'il y en a qui ne savent absolument pas c'est quoi? OK. Est-ce qu'on a des directions d'école? Des enseignants? Des conseillers pédagogiques? Je pense que j'ai vu toutes les mains. Une conseillère pédagogique. D'accord. Juste savoir à qui on parle, c'est toujours le fun. On ne l'avait pas prévu, là, mais... Pour la définition, j'ai choisi la définition qui a été proposée par une étudiante de l'UQAM. J'ai trouvé un mémoire sur le looping en français. Et puis, bon, ben, ça me semblait très bien fait. C'était tout à fait en ligne avec ce que j'ai lu. Donc, je n'ai pas inventé de définition. J'ai pris celle de Tourigny qui a été faite ici au Québec. Elle explique le looping, c'est le fait de rester avec ta classe pendant plus d'1 an. Donc, pendant au moins 2 ans. Donc, c'est avec ta classe, donc tu enseignes 2 fois, deux années consécutives au même groupe ou 2 années consécutives à une portion importante d'un même groupe. Parce que dans certains cas, le looping, ce n'est pas toute ta classe qui te suit, c'est un noyau d'étudiants qui va te suivre. Il y a plusieurs variantes possibles. Donc, au looping, on voit le looping avec des enseignants qui gardent le même groupe toujours. Des fois, c'est seulement un noyau d'étudiants, puis le reste, c'est des nouveaux étudiants à la 2e année. Des fois, tous les jeunes du groupe sont de la même année académique, donc que des 2e années, ou que des premières années, que des 2e années. Mais on voit aussi le looping assez régulièrement dans le cadre des classes multi-âges. Donc là, les enseignants, en plus d'avoir, ben, ils ont en partant la problématique de jeunes qui sont sur 2 années différentes la même année. Le looping, dans les écrits, j'ai trouvé des traces à tous les niveaux, de la garderie jusqu'à l'université. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique à tous les niveaux, du préscolaire jusqu'à l'université. On le pratique, je vous dis qu'on pratique très, très, très fréquemment dans les sports. La division des catégories dans le sport fait que, par exemple, les jeunes sont dans le sport scolaire au Québec, les jeunes sont benjamins en secondaire 1 et 2, puis sont juvéniles en secondaire 4 et 5. Donc, souvent, le coach benjamin va prendre ses joueurs en secondaire 1, puis il va les amener jusqu'au cadet, qui est unique année de secondaire 3. Ça, c'est pour le basket scolaire, c'est mon sport à moi, mais dans d'autres sports, on le voit très, très, très régulièrement aussi, là. Juste préciser que ici, on voit le looping, pas très régulièrement, mais dans certains pays, c'est carrément institutionnalisé. À Cuba, par exemple, l'enseignant avec qui vous commencez votre première année va vous suivre jusqu'en 6e année du primaire. Au Japon et puis dans certains pays asiatiques, c'est très, très, très fréquent aussi. J'ai fait une petite recherche documentaire. En fait, j'étais curieux. Quand je me suis proposé, j'étais curieux. Puis j'étais en sabbatique, donc j'avais un peu de temps devant moi. Pas trop quand même, mais un peu. Puis j'ai repéré, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est le résultat de la lecture de 57 documents. Il y a des thèses, des mémoires, il y a des articles scientifiques, des articles professionnels. 57, ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. En fait, c'est presque tout ce que j'ai trouvé. Okay? Si je devais vous parler de mes premières impressions par rapport à la recherche, en fait, il n'y a pas grand-chose sur le looping actuellement disponible. Pour vous donner une idée, ERIC, la plus grosse base de données d'articles en éducation, si vous mettez Looping in Education, puis que vous faites le ménage, que vous enlevez les textes sur le looping par rapport à l'ADN, puis le looping par rapport aux stratégies d'écriture, il vous reste 15 articles. Ça, c'est la plus grosse base de données en éducation. Ce n'est pas des masses. J'ai cherché Looping Effect, j'en ai trouvé 13. Dans Academic Search Complete, j'en ai trouvé 15, donc 14 qui n'étaient pas dans ERIC. Dans ProQuest Dissertation and Abstracts, ça c'est la base de données qui répertorie toutes les thèses et les mémoires faites au Canada, aux États-Unis, surtout en anglais, pas en français.
C'est là que j'ai trouvé le plus d'informations, le plus de textes, mais encore une fois, on ne parle pas des milliers, on parle de 46. Okay? C'était pas tant que ça. Pour vous dire pour vous donner un exemple, si vous faites une recherche avec, je ne sais pas moi, allez dans Eric, puis mettez Working Memory, la mémoire de travail, puis Children, enfants, vous allez trouver 711 références. Si vous ajoutez Working Memory, Children, ajoutez Elementary, vous êtes rendu encore à 236. Ça fait quand même pas mal de lectures. Si vous ajoutez mathématiques à ça, il en reste encore 86 à lire. Donc, sur le looping, il n'y a pas beaucoup de recherches de faits. On ne trouve pas encore grand-chose dans les bases de données. Bien souvent, dans les bases de données scientifiques, il y a encore beaucoup de textes professionnels. Ça veut dire que les bases de données n'ont pas grand-chose à indexer. C'est pas que c'est mauvais, les textes professionnels, les textes écrits par des enseignants pour des enseignants, ça a sa raison d'être, puis c'est un savoir pratique qui est précieux, sauf que ce n'est pas tout à fait ça que je cherchais. Le feeling que j'ai, c'est qu'on est au début de quelque chose. Il y a plein d'indices qui me font croire que la recherche sur le looping a fait juste commencer. D'abord, il y a beaucoup de recherches qualitatives, genre analyse de cas. Un prof qui suit une enseignante pendant 2 ans, puis qui passe quelques entrevues, puis qui décrit qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup de recherches très descriptives. Donc, les mêmes recherches sont souvent citées. Au bout de 4-5 textes, je savais déjà c'était quoi les textes les textes classiques par rapport au looping. Je les connaissais déjà, j'étais déjà capable de les identifier après 4-5 lectures. Souvent, c'est superficiel. Les hypothèses des chercheurs ou les questions ou les objectifs qui se donnent, c'est très simple. Est-ce que le looping s'est associé à un meilleur résultat en mathématiques? Pas d'autres variables, rien de plus. C'est tout ce qu'on vérifiait. Des choses très simples. Il y a beaucoup de mémoires et thèses, puis ça, c'est un indice. Quand on fait un certain temps en recherche, on s'en rend compte. Les chercheurs, moi et d'autres, quand on a des idées et qu'on n'est pas trop sûr, souvent on donne ces idées-là à nos étudiants. Les nouveaux champs de recherche, les nouvelles hypothèses, on les donne à nos étudiants qui, eux, font un mémoire, ils font une thèse, puis après ça, ils publient quelques articles. Là, actuellement, on voit beaucoup de mémoires et de thèses. En tout cas, il y en a plus qu'il y avait d'articles, mais il n'y a pas encore d'articles. Puis les mémoires, ils datent de 2013, 2015, 2016, 2017, sont assez récents. Donc, ça me donnait le feeling. Moi, je regarde ça comme chercheur, puis je vous dis, on est au début de quelque chose. Donc, ce que je vais vous donner comme conclusion tantôt, il faut le prendre avec des pincettes. Je n'ai pas l'impression, honnêtement, qu'on comprend grand-chose au looping actuellement, du point de vue de la recherche. Plein d'indices de ça. Les questions qu'on se pose sont archi simples, voire absolument pas représentatives de la réalité. La réalité d'un enseignant, c'est la complexité. L'enseignant, il prend en compte la météo dehors, les caractéristiques de ses 22 étudiants, son style communicationnel, il va ajuster sa méthode pédagogique. C'est ça une salle de classe. C'est complexe. Les recherches qu'on voit actuellement, c'est ce que je vous ai dit tantôt, est-ce qu'il y a un lien entre le looping puis le résultat en mathématiques, le looping, le résultat en français, en social studies? C'était très simple puis absolument pas représentatif de la réalité. Rarement, les recherches prenaient en compte les caractéristiques des jeunes, la méthode pédagogique, la dynamique interne du groupe, alors que moi, comme coach, je vous le dis, là, si vous commencez avec un groupe et qu'ils ne s'entendent pas ensemble, les 2 années sont longues en Moses. Donc, ça me laisse croire qu'on est vraiment au début de quelque chose, puis qu'on comprend pas ce qui se passe. Puis le dernier indice, il est très parlant. Les recherches se contredisent l'une l'autre. Pour moi, c'est un signe évident qu'il y a une 3e variable, une 4e variable, une 5e variable qu'on a oublié de prendre en compte. Ceci étant dit, puis là, il faut que j'accélère parce qu'on va manquer de temps. Premier constat à propos de la recherche, à propos de ses bénéfices, tous les bénéfices du looping, s'il y en a et s'ils existent, c'est très complexe, c'est interrelié. Premier avantage, celui qui est cité le plus souvent, c'est la relation à long terme entre l'enseignant et l'élève ou la création d'un lien fort entre l'enseignant et l'élève. C'est un avantage qui est rapporté par presque tous les chercheurs et tous les professionnels que j'ai lus. Le lien privilégié que les enseignants réussissent à tisser avec les jeunes serait particulièrement important.
Il y a plusieurs cadres théoriques qui sont utilisés, mais il y en a deux qui reviennent constamment. Avec les très, très jeunes, on parle beaucoup de l'attachement, puis de cadres théoriques que je ne connaissais pas du tout. Puis avec les plus vieux, on parle beaucoup c'est beaucoup des recherches dans un cadre constructiviste. On cite Vygotsky, entre autres, qui parle de l'importance de l'environnement, l'importance pour les jeunes de pouvoir comparer leurs idées ou les valider en les mettant à l'essai, par exemple en parlant avec des gens ou en les testant avec du matériel, etc. Donc l'environnement au sens très, très large. Le lien privilégié, donc, serait beaucoup plus important avec les plus jeunes. La recherche nous laisse croire que c'est avec les plus jeunes que le looping a le plus d'effet. Puis la deuxième clientèle avec qui le looping aurait beaucoup d'effet, c'est les élèves qui vivent des situations particulières. Par exemple, un jeune qui vivrait une séparation dans sa famille, ça risque d'avoir beaucoup d'effets sur lui, puis ça risque d'être très important pour lui, parce que ça va lui faire de la stabilité dans sa vie. C'est une enseignante ou un enseignant qui va avoir pendant 2 ans, puis ça va l'aider au quotidien à passer au travers. D'autres exemples que j'ai vus dans la littérature, là, des jeunes immigrants, quand ils arrivent et qu'ils ne maîtrisent pas encore la langue du pays, bien, avoir le même enseignant pendant 2 ans, ça lui fait aussi la stabilité, ça lui permet de s'attacher à quelqu'un, ça lui permet de développer un lien de confiance qui serait particulièrement important. Le lien, la durée, la relation à long terme semble avoir aucun effet. En fait, le looping n'a aucun effet sur les résultats scolaires. Pour chaque recherche qui a trouvé un effet positif, j'ai trouvé une recherche qui notait un effet négatif, puis une autre recherche qui notait aucun effet. Okay? Donc, il n'y a pas d'avantage du point de vue des résultats scolaires. Le lien, un de ses avantages, c'est qu'à force de se connaître, quand on connaît bien quelqu'un, quand on est proche d'un groupe de personnes, on peut se permettre de faire des rétroactions puis de faire des commentaires qu'on ne ferait pas normalement. Des fois, c'est un jeune que ce n'est pas dans sa personnalité, mais il connaît tellement ses collègues qu'il va lui quand même leur dire ce qu'il pense. C'est l'enseignant qui va savoir exactement quel mot utiliser pour faire comprendre un jeune. Donc, ça aurait un impact sur la qualité et la nature du feedback. Un autre avantage qui est souvent cité, c'est la continuité pour les jeunes. Ça serait associé à un plus grand sentiment de sécurité, à de la stabilité, j'en ai déjà parlé. Ça serait associé à une diminution, puis là c'est drôle parce que tantôt dans les inconvénients, je vais vous dire que la continuité c'est un inconvénient. Ça serait associé à une diminution de l'anxiété à propos de la nouvelle année. Le jeune sait déjà avec qui il va travailler l'an prochain, ça va être qui son groupe, ça va être qui son enseignante, il sait comment ça marche. Il n'y a pas de stress. En juin, il ne fait pas de stress à propos de la prochaine rentrée. Ça serait associé à plus de confiance en soi, au développement de la confiance en soi, à un développement d'amitié plus durable. Puis, ce n'est pas seulement chez les jeunes, c'est beaucoup chez les parents qui étaient souvent cités. Ça permet la création d'un réseau à l'extérieur de la salle de classe qui est plus soudé puis qui est plus présent aussi. Puis, ça permet une régularité, le fait qu'on continue tous ensemble, il y a plus de régularité dans les interventions. Pour les enseignants, ça facilite la planification, ça facilite le suivi. En fait, le looping, la plupart des chercheurs et des professionnels qui ont écrit sur le sujet nous disent que ça leur permettait de gagner du temps. On gagne du temps à la fin de l'année parce qu'on sait, on n'est pas obligé de courir, on peut faire les choses comme il faut, on sait que de toute façon, l'année prochaine, ils vont être encore avec nous. Fait que si on a pris un peu de retard, ce n'est pas trop grave, on va pouvoir le récupérer. Puis on gagne aussi et surtout beaucoup de temps en début d'année parce que vous n'avez pas à vous habituer à un nouveau groupe. Ils n'ont pas à s'habituer à vos nouvelles règles. Vous savez, les 2-3 semaines que ça vous prend pour mettre votre gestion de classe en place, ben, vous venez de les gagner pour faire du contenu ou faire des activités ou faire des projets ou ce que vous allez avoir planifié en fait. Donc, on gagne du temps. Ça serait particulièrement précieux dans les classes d'intégration linguistique, les classes multi-âges, toutes les classes avec des clientèles un petit peu plus difficiles, selon la recherche. Pour les enseignants, c'est une incitation à innover. C'est un peu une obligation à se former continuellement. C'est assez simple. C'est difficile. Vous avez le même groupe pendant 2 ans, donc vous ne pouvez pas utiliser le même projet, vous ne pouvez pas réutiliser la même introduction, la même vidéo. Les jeunes, ils vont s'en souvenir. Donc, il faut constamment innover, constamment planifier des nouvelles choses.
Puis surtout, vous allez être confronté à des jeunes qui passent par différents stades de développement, vous allez être confronté à différents contenus. Donc, ça oblige les enseignants à se former continuellement ou à rester à jour par rapport à un plus grand ensemble de savoir, de compétences, etc. Quelques limites, mais la première est évidente, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tous les jeunes, selon la recherche, qui en retirent des bénéfices. En fait, certains jeunes et certains parents ont beaucoup de difficultés à rompre le lien au bout de 2 ans, tellement qu'ils disaient que ça lui causait tellement un gros inconfort, un gros inconvénient que ça ne valait pas la peine le looping à cause de ça. Il y a aussi des jeunes qui disaient que ça devenait trop personnel, la relation avec l'enseignant. Ça devenait trop proche, puis ils étaient mal à l'aise là-dedans. Ce n'est pas ça qu'ils s'attendaient d'une relation avec leurs enseignants. Donc, ça cause un certain inconfort pour certains jeunes, en tout cas. La continuité cause, elle aussi, des inconvénients. Puis encore une fois, bien, ça dépend des jeunes. Mais les choses que j'ai nommées comme avantages tantôt, dans la recherche, dans certains écrits, c'est carrément nommé comme des inconvénients. Juste la dynamique d'un groupe, les mauvaises associations. Si vous commencez un cycle de 2 ans ou 3 ans avec un groupe qui ne va pas très bien ensemble, avec deux gangs rivales dans la classe, le cycle il va être très long pour tout le monde. Ce ne sera pas vraiment agréable. Donc, ça peut s'être associé dans les écrits à de la frustration, à de la violence, c'est associé à toutes sortes de choses. On peut aussi se fatiguer du style de notre enseignant. Je l'ai déjà vécu, moi, des jeunes filles avec qui je travaillais, jusqu'à cette année, jusqu'à le week-end dernier aux championnats provinciaux, il y en a qui me l'ont dit. C'était le temps que ça finisse, on était tannés de tes exercices, on avait hâte de voir autre chose. Donc, ça peut arriver aussi. Parce que comme enseignant, même si on se renouvelle un peu, on a quand même un style communicationnel, on a quand même des stratégies pédagogiques favorites, etc. Ça se peut que si ça ne s'accorde pas bien avec votre groupe, que ça devienne très long. La réalité maintenant. OK. Donc, comme Patrick vous le disait, on a vraiment monté nos présentations de façon parallèle. Puis, il y a de cela une semaine, on a fusionné ça ensemble. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses que Patrick a dites par rapport à la recherche que j'ai vécues sur le terrain. Donc, ce n'est pas pour me répéter, mais c'est pour vous montrer que réellement, sur le terrain, ce qu'il a dit était aussi tout à fait pertinent. Donc, afin d'avoir un portrait complet, je ne voulais pas seulement vous présenter ma propre expérience, j'ai quand même sondé les enseignants autour de moi qui avaient déjà fait du looping ou qui en font encore. Et je leur ai demandé, dans le fond, quels étaient les principaux avantages qu'ils pouvaient retirer de ça. Vous comprendrez bien que la plupart des avantages que je vais vous nommer aujourd'hui sont surtout visibles lors de la 2e année du looping, étant donné que la première année, c'est dit comme traditionnel, comme tous les autres enseignants. Alors, comme Patrick l'a si bien dit, le plus grand avantage lorsqu'on fait du looping, c'est le développement du lien de confiance avec l'élève, mais aussi avec le parent. Donc, dès le début de l'année, on est capable de travailler en équipe, d'avoir des objectifs qui sont communs, de s'en aller vers la même direction. Et pour l'élève, ça fait en sorte, évidemment, qu'il est moins anxieux. Donc, pour l'enseignant, comme il connaît vraiment bien les forces et les défis de ses élèves, la différenciation pédagogique à ce moment-là est grandement facilitée. C'est facile pour lui d'aller proposer aux élèves des défis qui vont jouer dans la zone proximale de développement, donc des défis qui sont à leur hauteur, mais qui sont aussi un peu challengeants, donc qui permet à ses élèves de progresser chacun à leur rythme. Aussi, il faut comprendre que le programme de formation québécois est quand même construit dans une perspective de continuité. Donc, au primaire, nous fonctionnons par cycle. Lorsque le looping peut être vécu à l'intérieur d'un même cycle, donc première avec 2e année, 3e année avec 4e année, etc., bien, ça nous permet justement de faire une espèce de progression en spirale et de voir notre programme, notre progression des apprentissages sur une plus longue période et ça enlève un certain stress au niveau de la passation de la matière. Donc, on peut évidemment s'attarder sur des sujets où on se rend compte que nos élèves ont davantage de difficultés et de passer plus rapidement sur d'autres. On sait justement que l'année suivante va pouvoir nous aider à rattraper le temps perdu s'il y a lieu.
Ensuite de ça, ben, c'est sûr que les liens sont facilités, la communication avec les parents également, comme le lien de confiance est déjà établi. Et comme je vous le disais, pour ma part, je suis dans une classe iPad 1 pour 1, donc d'avoir eu mes élèves pendant 2 ans, ben, c'est sûr que lorsqu'on vit des projets particuliers, ça nous permet vraiment d'amener l'utilisation de l'outil encore plus loin et de le mettre davantage au service de l'apprentissage. Donc, un enseignant qui ferait des projets entrepreneuriaux, par exemple, ça pourrait lui permettre justement de vivre son projet sur pendant une belle continuité. Alors, Patrick et moi, on aurait vraiment aimé vous présenter une vidéo où nos élèves témoignaient, nos élèves, nos joueurs, tout dépendant du point de vue, euh, qui nous partageraient dans le fond leur témoignage, mais le temps a un peu joué contre nous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé un Google Form où ils ont eu de façon anonyme, dans le fond, à me donner leurs impressions. Et là, je veux quand même que vous soyez conscients que j'enseigne en 4e année, donc leurs impressions, c'est des impressions d'élèves de 9 et 10 ans. Vous allez voir qu'ils ont quand même fait un travail avec un certain sérieux. J'ai été impressionnée de voir justement la profondeur de leur réflexion. Donc, ce que les élèves nous disent, c'est qu'évidemment, ils ont moins de stress lorsque c'est la rentrée scolaire, que ce soit pendant les vacances estivales, lorsqu'ils savent au mois de juin qu'ils vont faire du looping avec leur enseignant, mais c'est comme s'ils tombaient en vacances et ils peuvent déjà se mettre vraiment en mode relax. Il n'y a pas d'anticipation. Il y a même un élève qui me dit, j'ai pas besoin de prier pendant l'été pour avoir tel prof ou être dans la classe de tel élève parce que je sais déjà avec qui je vais être. Évidemment, rendu au mois de septembre, il y a une diminution de l'anxiété parce que l'élève nage en terrain connu, il connaît les règles de fonctionnement de la classe, il connaît les règles de vie, il connaît son enseignement et il connaît aussi les méthodes d'enseignement, donc le vocabulaire qui est utilisé est le même, donc l'enfant n'est pas perdu. Les élèves m'ont aussi dit qu'ils se sentaient beaucoup moins gênés d'aller vers l'enseignant pour leur confier leurs problèmes, leur partager leur joie. Donc, quand je disais tout à l'heure que pour l'enseignant, le lien de confiance est important, mais pour l'élève aussi. Donc, pour ma part, j'évolue quand même dans un milieu qui est très favorisé, donc un indice de 2. Patrick nous disait que lorsqu'on est dans des milieux multiethniques ou des milieux qui sont très défavorisés, j'ose croire que justement, ce lien de confiance-là est encore plus important puisque ces élèves sont probablement confrontés à des problèmes différents des miens. Ils m'ont dit qu'ils étaient moins gênés de se tromper devant les autres. Donc, il y a comme un rapport à l'erreur qui vient changer. Puis ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire qu'un enfant ose lever la main, qui ose prendre des risques, qui ose sortir de sa zone de confort en sachant que les gens, les jeunes qui l'entourent, vont le supporter dans ses apprentissages. Et ils m'ont aussi dit que lorsque c'était le temps de former des équipes, ils avaient moins de gêne à aller vers des gens qu'ils étaient moins portés d'aller auparavant. Donc, une collaboration qui est facilitée à ce moment-là. Je vous ai cité une de mes élèves qui m'a écrit « Quand tu te sens bien la première année, la deuxième, c'est encore meilleur ». Donc, je trouve que vraiment, ces mots viennent traduire un peu qu'est-ce qu'on peut ressentir lorsque le looping est efficace. Je vais en parler tout à l'heure. Eux aussi sont capables quand même de dire qu'il y a des limites à cette approche et que ça ne convient pas nécessairement à tout le monde. Maintenant, les principales limites pour l'enseignant. Donc, vous comprenez que le fait de faire du looping, c'est un engagement à long terme. Pour ma part, dans mon propre milieu, lorsque j'annonce à ma direction que j'aimerais faire du looping, elle ne me confirme pas d'avance que je vais avoir le même groupe pendant 2 ans. Syndicalement parlant, il y a quand même un droit de gérance au niveau de l'attribution des niveaux. Il y a aussi toute l'organisation scolaire qui découle de ça. Donc, vous comprendrez que si je décide de descendre en 3e année, bien, il y a des profs qui doivent aussi changer de chaise. Donc, il y a toute cette organisation-là qui est difficile. Donc, pour ma part, moi, c'est annoncé au mois de juin qu'au mois de septembre, les élèves conserveront la même enseignante. Et il existe bien sûr une porte de sortie pour l'enseignant qui vivrait peut-être une année d'enfer, mais là, ça lui permet, vu que ce n'est pas annoncé aux parents ni aux élèves, de pouvoir peut-être prendre cette porte de sortie-là à ce moment-là. J'ai écrit que c'était dangereux de tomber dans trop de proximité. Patrick en a parlé tout à l'heure. Je veux qu'on se comprenne bien.
c'est comme si maintenant mes élèves, comme ça fait 2 ans que je suis avec eux, j'ai l'impression d'être leur mère. Donc, parfois, ils viennent me confier des problèmes, je me rends compte que émotivement parlant, je me sens très impliquée dans leur gestion des émotions, puis un peu comme si c'était mon propre enfant qui venait me parler. Donc, la même chose pour les parents. Les parents nous voient maintenant un peu comme leur chumé. Ça m'écrit sur Facebook. J'ai trouvé, mon gars trouve que les souliers de Justin sont pas mal beaux. Tu pourrais-tu me dire où c'est que sa mère les a achetés? OK. Je peux, j'en savais plus cette année, à la fin de l'année, sur les amours des petites filles de 14 ans que je coachais que leurs parents. C'est juste pour vous dire, là, ils me faisaient plus confiance, puis j'en savais plus que leur mère. Mm. Ensuite de ça, ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un avantage le fait de pouvoir voir les apprentissages dans une certaine continuité, mais l'enseignant doit quand même s'approprier 2 progressions des apprentissages. Vous me direz peut-être que lorsqu'on fait notre formation universitaire, on est formé pour enseigner du préscolaire à la 6e année, c'est vrai, mais s'il y a bien un avantage à avoir le même degré d'année après année, c'est de s'approprier sa progression des apprentissages et d'être en mesure d'avoir des cibles d'apprentissage et des critères d'évaluation qui sont clairs. Alors, c'est sûr et certain que lorsque je passe juin 4e année et que tout de suite, 3 mois plus tard, je me ramasse début 3e, bien là, quand je suis en situation d'écriture, là, puis que je mets mes critères d'évaluation, je ne suis plus avec mes critères juin 4e année, je suis début 3e, donc presque 2e année. Donc, il faut un ajustement quand même constant et garder toujours ça en tête. Patrick le dit aussi, on doit continuellement se renouveler, innover. Si on veut que nos élèves conservent la flamme, qu'ils demeurent motivés, les projets qu'on avait l'habitude de faire année après année, le 13 septembre, ben là, ça se peut qu'on soit obligé justement là, de changer ou un peu nos façons de faire. Donc, ça peut être une limite pour l'enseignant, mais lui, il l'a mis dans les avantages, puis je le vois aussi de cette façon-là parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Les élèves, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils sont curieux de voir qu'est-ce qui peut se faire ailleurs. Et Patrick l'a dit aussi, ses joueuses, il disait, ah, ben là, il me semble que tu nous fais toujours faire les mêmes exercices. Je fais le parallèle quand tu as toujours le même entraîneur au gym, ben, il te fait pas mal toujours faire le même genre de séance, puis le jour où tu en essayes un nouveau, tu es comme, ah, il existe d'autres choses. Puis je trouve pas ça mauvais en soi, d'avoir cette curiosité de ce qui se fait ailleurs. Parfois, on se rend compte que ce qu'on avait avant, oh, wow, moi, ça me convenait vraiment bien. Ou finalement, ah, ben moi, j'en retire quelque chose aussi de ce qui se fait ailleurs. Les élèves me disaient qu'ils trouvaient ça parfois dommage de ne pas pouvoir collaborer avec des nouvelles personnes. Je mets quand même un petit bémol parce qu'on a quand même 26 élèves dans la classe et en formant des équipes de différentes façons, les élèves sont quand même amenés à travailler avec des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller. Donc, je pense juste que quand ils tombent dans une classe pendant 2 ans puis que leur ami est dans l'autre classe, ben là, c'est là qu'ils voient un petit frein là, à ce moment-là. J'ai mis ça vraiment là, dans leurs mots. Alors, lorsque notre ennemi juré est dans notre classe, eh bien, 2 années de suite, ça peut être enrageant, ça peut être long. Encore une fois, Patrick l'a dit, lorsque la dynamique de classe est particulièrement négative, compétitive, bien, c'est sûr et certain que pendant 2 ans, ça peut être difficile à ce moment-là. Il y a les affinités avec l'enseignant et ça, je pense qu'on n'y peut rien. Chacun a sa personnalité, ses méthodes d'enseignement. Avec 26 élèves, c'est extrêmement difficile de faire en sorte que pour chaque élève, on ait le maximum d'affinités. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, à la fin de l'année, le parent et l'élève ont toujours quand même la chance de pouvoir se retirer de ce projet-là. Donc, d'où Patrick disait, souvent, on va monter avec l'entièreté du groupe ou avec une certaine partie. Donc, les enfants qui ne se sentaient pas à l'aise dans cette dynamique pourront aussi quitter. Il y a des élèves qui me disaient qu'on était tellement rendus à l'aise qu'on pouvait parler un peu n'importe quand, c'est un peu le principe de la proximité. Et évidemment, il y a la crainte de se séparer de son professeur après 2 années de suite. Et c'est quelque chose qui revient aussi de la part des parents. Ils ont tellement peur, on dirait qu'après ce soit la fin du monde parce qu'on quitte ce type d'enseignement qui nous rejoignait. Alors, la crainte de vivre autre chose peut être présente. Je termine avec l'avis des parents. Donc, les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? La seule limite qu'ils m'ont dit, c'était justement par rapport à l'affinité entre l'enseignant, l'élève et les parents. Ça peut arriver aussi, hein, un manque d'affinité entre les parents et l'enseignant. Ils ont une vision qui peut être divergente.
Donc, ce que les parents préfèrent, évidemment, c'est la constance dans les méthodes d'enseignement, le fait qu'ils connaissent déjà les façons de faire, ils trouvent ça très sécurisant. Ils trouvent que ça facilite énormément la communication, étant donné qu'ils connaissent déjà les façons de faire. Le lien de confiance est établi, c'est sûr. Ils trouvent aussi qu'on a une collaboration qui est grandissante parce que justement, nos objectifs étaient déjà clairs en fin d'année, on peut les poursuivre l'année suivante. Et je termine en disant que ça m'a surpris, mais ils ont l'impression de faire partie d'une communauté. Je vous donne un exemple de mon vécu personnel. En début d'année, pendant ma rencontre de parents, il y a un parent qui lève la main qui me dit J'aimerais ça, nous autres, qu'on parte en camping, tout le monde ensemble. Là, les parents, ouais, ben moi, ça me tente. Ben, au mois de mai, on s'en va, les 26 familles, en camping pour célébrer nos 2 années de looping. Donc, je trouve que ça vient montrer à quel point les parents et les élèves ont eu l'impression de faire partie d'une grande famille d'apprenants dans laquelle ils se sont sentis à l'aise et respectés chacun comme ils sont. Alors, Patrick a préparé des recommandations à partir de la recherche qu'on a essayé aussi des fois de balancer un peu avec la réalité québécoise. Je vais vous présenter la première, puis je vais laisser Patrick vous faire les suivantes. Donc, la recherche dit que pour qu'un looping se fasse de la bonne façon, il vous l'a dit, hein, Patrick, tout à l'heure, ça devrait être un processus qui est réfléchi. C'est peut-être parfois pris un petit peu trop à la légère. Eh bien, il devrait avoir une espèce de groupe de réflexion qui est conçu avant même de débuter le looping. Et ce groupe-là devrait contenir plusieurs intervenants. Donc, on pense à la direction d'école, ça pourrait être un conseiller pédagogique, ça pourrait être les orthopédagogues, psychologues, etc. Et le but était de réfléchir, dans le fond, à la stratégie qu'on va adopter dans notre looping et d'anticiper les problématiques possibles et de déjà envisager des solutions pour ces problématiques-là. Et ce groupe-là pourrait justement se rencontrer à quelques moments dans l'année pour essayer de faire le bilan de tout ça. Le micro, il marche-tu? Oui. OK. Recommandation 2. Normalement, le comité, dans les écrits, il disait que. Là, je vois des gens qui font depuis tantôt, ça me dérange. Il y a mon courriel à la fin, envoyez-moi un courriel, je vous envoie diapo, ça va être moins compliqué. Dans le plan que vous faites en comité, prévoyez plusieurs stratégies pour évaluer ce qui se passe dans votre looping au fur et à mesure. Par exemple, dans certaines études de cas qui ont bien fonctionné ou qui ont moins bien fonctionné, ils ont été capables de s'adapter parce qu'à tous les 6 mois, par exemple, ils passaient un questionnaire aux jeunes. C'était en première, deuxième année, ce n'était pas compliqué le questionnaire. C'était des petites phrases courtes avec un bonhomme qui pleure, un bonhomme neutre, puis un bonhomme sourire. Mais ils posaient des questions pour savoir comment le jeune vivait son année, puis ça leur a permis d'intervenir spécifiquement auprès de certains jeunes ou de mettre en place des nouvelles stratégies pour la gestion de classe. Puis ils faisaient la même chose avec les parents. Puis là, ben, avec les parents, ils pouvaient se permettre de poser des questions un peu plus complexes. Ça lui permettait de faire un suivi du looping parce que ça ne se passe pas toujours bien. Il y a 6 mois, là, je suis sûr que personne, pas un parent, pas une jeune fille dans mon équipe, qui aurait imaginé faire une activité comme aller passer 2 jours en camping. Vous avez pas, ça a été 2 années très, 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 très difficiles avec des suspensions de joueurs, avec j'ai travaillé avec les AFSEC, je ne sais plus combien de fois, là, je les connais tous les AFSEC qui travaillent à Polyvalence, je les connais. La psychologue, ça a été très, 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 très dur. Mais on avait un plan, puis j'avais plusieurs ressources que je pouvais utiliser. C'est important de le savoir à l'avance parce que sinon, le looping, ça peut être vraiment tough. La troisième recommandation, identifiez clairement les motivations derrière le looping, puis vos objectifs dès le départ, puis les raisons pour lesquelles vous faites le looping, puis communiquez-les aux jeunes en mesure qu'ils peuvent les comprendre, puis aux parents. Puis attention, une petite mise en garde, la recherche le montre très, très clairement. Faites pas miroiter le fait que les jeunes vont réussir mieux ou pas, c'est pas vrai. La recherche est très, très claire là-dessus. C'est pas vrai. Il y a plein d'avantages, il semble être autres. Confiance en soi, estime, un meilleur respect du rythme des élèves parce qu'on gagne du temps et on peut avoir une progression qui est mieux échelonnée. Vu qu'on a plus de temps, on peut peut-être prévoir des activités plus riches, plus longues, des stratégies pédagogiques qui demandent plus de temps que d'autres. Donc,
Ça, c'est des avantages qu'on peut mettre de l'avant, mais pas les résultats scolaires. Puis c'est intéressant de les communiquer aux parents parce qu'ils savent, puis aux jeunes, parce que comme ça, ils vont savoir pourquoi ils sont là, pourquoi vous faites ce projet-là, puis ils vont savoir à quoi se raccrocher, c'est quoi le positif, c'est quoi le bonus qu'ils obtiennent. La 4, votre groupe de réflexion que vous avez formé au début, il devrait continuer de se réunir tout au long du looping pour soutenir les enseignants. Ça peut être difficile. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est plus dur. Moi, si je n'avais pas eu les AFSEC, si je n'avais pas eu la psychologue scolaire, si je n'avais pas eu les directeurs, les aviseurs techniques du club de basket, j'aurais lâché à la fin de la première année. Là. Je ne me serais même pas rendu à la fin de la première saison, en vérité. Là. Ça ne marchait pas, c'était vraiment difficile. Mais c'est important que ce comité-là, si ça va bien, tant mieux, vous n'aurez pas de besoin, mais si vous n'avez de besoin, comme tu t'engages pour 2 ans auprès d'un même groupe, c'est important d'avoir du soutien. Donc, ça, c'est une recommandation. Ça, c'est la recommandation 4. Tu veux-tu parler de la 4B? Oui. Donc, pensez à des stratégies pour faciliter l'innovation et la formation continue. On vous le disait tout à l'heure, le fait d'avoir le même groupe pendant 2 années de suite amène l'enseignant inévitablement à se renouveler et à innover. Et ben, qui dit se renouveler, dit préparer de nouveaux projets, ça nécessite du temps. Donc, pour pouvoir permettre à cet enseignant-là d'innover en toute tranquillité, eh bien, c'est de lui allouer quand même des périodes de temps. Et on pensait justement peut-être à faire une communauté d'apprentissage qui réunirait des gens qui sont dans la même situation, donc une communauté d'apprentissage sur le looping, où il pourrait y avoir justement un partage d'expériences, un partage de projets qui ferait en sorte que justement la mise en commun serait riche et que tout le monde pourrait repartir dans son milieu avec un bagage supplémentaire. Je sais que pour toutes sortes de raisons, dans ton école, vous ne dites pas avant le mois de juin, mais la recherche est assez claire. Le looping, ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis dans un monde idéal, il faudrait laisser le choix aux jeunes et aux parents de s'engager dans cette démarche-là ou pas. La situation au Québec fait que l'organisation du travail au Québec fait que c'est peut-être pas possible, mais selon la recherche, ça serait vraiment la meilleure manière de faire. Le looping, ça devrait être un choix. Parce que si c'est pas fait pour toi ou si tes parents sont, comme parents, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, puis vous êtes obligé de le subir pendant 2 ans, ça risque d'être dur. Puis souvent, ça va se répercuter sur la tâche de l'enseignant parce que ce parent-là, il va revenir, il va poser des questions, il va tout le temps être pas content. Donc, ça va alourdir la chose un petit peu. Et on a réussi à faire notre temps. Parfait. J'ai l'impression d'avoir couru tout le long et d'avoir dit juste la moitié de ce que j'avais préparé, mais c'est pas grave. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, on serait rendu à cette étape-là. Puis, tantôt, là, on va afficher ça tout de suite. Si vous voulez les diapos, vous m'envoyez un courriel ou vous m'envoyez un tweet, puis je vais vous envoyer ça sans problème. Les gens qui sont en web diffusion peuvent aussi poser des questions dans la section clavardage. Okay. Et si vous avez une question, vous pouvez vous déplacer au micro. Merci. Je les vois où, moi, les questions sur le clavardage? OK. Commentaires, questions, impressions, expériences vécues. On va falloir aller au micro aussi. Alors, Madame Tivierge, la question est plus pour vous. J'aimerais savoir si, lorsque vous avez fait le looping, est-ce que vous avez échangé avec une collègue qui a aussi fait le looping avec vous? Exactement. Dans le fond, nous, on était 2 enseignants de 4e année. Donc, j'enseignais la 4e année depuis maintenant 6 ans. Et on avait justement, avec un collègue, décidé qu'on avait envie de faire ce projet-là. Donc, avant même d'aller voir notre direction, on était allé voir nos collègues de 3e année pour savoir si c'était quelque chose qui les intéressait. Donc, comme l'organisation scolaire s'y prêtait bien, et quand je dis organisation scolaire, il faut comprendre que si cette année-là, il y a seulement un groupe de 3e année ou qu'il faut quand même prendre conscience qu'on est tributaire là, de toute cette organisation-là.
Donc, effectivement, c'est avec l'accord des collègues du degré inférieur qu'on a réussi à faire les échanges. Donc, eux ont vécu le looping avant nous pour que nous puissions justement le descendre de degré à ce moment-là et toute la passation du matériel et tout ça. Donc, il y a quand même des collègues aussi de travail qui vivent avec ce changement de collègues-là. Donc, en troisième année, s'ils sont 4 enseignants, vous comprenez qu'il y en a 2 qui font le looping, 2 qui restent toujours en troisième année. Donc, ils subissent quand même un changement de collègues fréquemment. Ça peut être aussi une limite à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà vécu, ben pas vécu, mais est-ce que vous avez des collègues qui ont vécu le looping dans une école secondaire où tu avais un prof qui faisait du looping et tu avais d'autres enseignants, par exemple, il y a 7 groupes en univers social ou 7 groupes en français, en secondaire 1 puis en secondaire 2, il y a un prof qui fait du looping et il y a d'autres profs qui ne font pas de looping? Ben, non, parce que quand j'enseignais au secondaire, j'enseignais l'éducation physique, donc je faisais. Tu faisais déjà du looping? Ouais, je faisais. Il y avait 220 étudiants dans l'école, donc je les faisais tous. Moi, je ne l'ai jamais vécu, là. Comme coach dans le club, moi, je fais du looping, puis les autres n'en font pas nécessairement, là. Il y en a qui préfèrent faire une année, puis après ça, passer la gang à un autre entraîneur, par exemple, faire le secondaire 1, puis c'est un autre entraîneur qui finit le cycle Benjamin, qui finit à la fin du secondaire 2. Moi, personnellement, je préfère les prendre en secondaire 1 et en secondaire 2 parce que je divise mon contenu. Par exemple, je le sais que les championnats provinciaux, c'était en fin de semaine dernière. J'avais déjà une idée en commençant. Voici où je m'en vais. Mon cahier de charge, je me dis, je dois voir ça, ça, ça. Moi, avec ça, je me suis fait, bon, ben, par exemple, en défensive, j'ai dit, OK, moi, je vais prendre tout ce qui est dans le cahier de charge de la Fédération provinciale de basket, puis je vais élaborer une défensive, une manière de jouer X. Fait qu'en secondaire 1, j'ai placé tous les morceaux, puis en secondaire 2, j'ai ramassé le casse-tête. Moi, ça me convient bien, mais j'ai des collègues qui, eux, ils séparent, ils ne veulent pas le faire. Là. Mais je ne connais pas d'enseignants personnellement qui l'ont vécu au secondaire. Ça doit sûrement, point de vue organisation scolaire, ça doit sûrement être un défi un petit peu plus complexe, je pense, qu'au Absolument. primaire. La réalité est différente, mais peut-être qu'il y a des gens en web diffusion qui nous écoutent et qui ont déjà vécu cette expérience-là au secondaire, parce que je trouve ça vraiment intéressant que les gens du secondaire, justement, s'y intéressent. Bonjour. En fait, vous aviez dit commentaire ou question. Moi, ce n'est pas une question, c'est un commentaire parce que j'ai vécu dans une école où est-ce qu'il y avait du looping. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Mon expérience, c'est qu'au premier cycle, on voyait que les enseignants sont souvent très bienveillants et les enfants, comme étant plus jeunes, aiment bien avoir le même enseignant et on voyait des gains vraiment positifs. Deuxième cycle, il y a aussi la personnalité de l'enseignant où est-ce qu'il faut qu'on regarde en même temps parce que l'enseignant, lui, si sa personnalité ne va pas avec tout le monde et plusieurs personnes, bon, ça peut être aussi un aspect qui est négatif. Comme il n'y a pas beaucoup d'éléments de recherche, on ne peut pas savoir ces éléments-là, on ne peut pas les comprendre. Troisième cycle, ce que je vois, c'est que disons qu'un élève qui fait tout son parcours scolaire, looping premier cycle, looping deuxième cycle, looping troisième cycle, cet enfant-là a eu 3 enseignants dans sa vie. Il arrive au secondaire, il y en a 8 dans la même année. Donc, l'adaptation à la personnalité, là, on n'a pas à la personnalité, mais à différents enseignants. Je trouve que ça devient un obstacle, ça devient un petit peu plus difficile. Fait que je le verrai plus au premier cycle, peut-être deuxième cycle, dépendamment de la personnalité aussi de l'enseignant. Et troisième cycle, je pense que c'est quelque chose que je vois moins. J'aurais moins à inciter mes enseignants à aller au troisième cycle faire du looping. Et bien, en éducation physique, c'est ce qu'on fait tout le temps, du looping, de la première à la... Puis en coaching, ben, c'est la même chose. Pour avoir coaché, tu peux faire... oui, c'est le fun d'avoir tout le temps le même... toi, avoir les mêmes athlètes, mais des fois, l'entraîneur, l'athlète n'a pas envie d'avoir le même entraîneur. Fait que ça, c'est aussi un aspect qui est pas à négliger aussi. Ouais. Peut-être une des choses qu'on fait dans le sport, c'est que moi, mes athlètes, ils
Ils vont faire des équipes. Là, on parle de. C'est pas du parascolaire, là. OK? Moi, c'est un club, on fait du D1, là, on fait de la division 1. Mes athlètes vont faire des équipes d'été. Moi, je refuse de les coacher l'été, là. Normalement, là, cette semaine, je commencerai à pratiquer le cycle pour les tournois de l'été. Moi, je refuse de les coacher, là. J'ai trouvé un autre entraîneur, c'est une autre personne qui va les coacher cet été parce que sinon, effectivement, ça fait beaucoup trop, je pense. Mais puis la recherche est assez claire, comme je l'ai dit, là. Les plus gros bénéfices, là, c'est préscolaire, garderie, préscolaire, début du primaire. Puis sinon, c'est avec les clientèles qui ont des défis particuliers. Plus loin, il n'y a pas de bénéfices. En fait, il y en a au secondaire, puis il y en a au cégep, au collégial et à l'université, des bénéfices, mais sont plus souvent pour l'enseignant que pour le jeune. Merci. Merci beaucoup. Ça va être disponible, la web diffusion et tout ça, là, va être disponible en fait d'ici une dizaine de jours. Vous allez être informé là, par l'infolette du CETREC. Merci beaucoup à nos deux conférenciers. Merci beaucoup.